Voilà, vous êtes tous sages. Eh bien, je vais procéder à l'appel. Alors, Madame Kin Patricia, Madame Chaudet-Martine, Monsieur Stoder Jean-Christophe, Présent. Madame Gultequin Gulcan, Présente. Monsieur Hennequin Virgile, Madame Ribaille Cécile, Monsieur Huard Gérald, Monsieur Blanchot Bastien, Madame Martin Michel, Monsieur Pouzin Jean-Michel, Madame Prélo Frédéric, Monsieur Vandalen Laurent, excusez de ne pouvoir Madame Chaudet, Madame Caterino Marie-Laure, Monsieur Serge Jérémy, excusez de ne pouvoir Monsieur Blanchot, Madame Bardet Alice, Monsieur Bernier Romain, Madame Boisarléa, excusez de ne pouvoir Madame Gultequin, Madame Pereira Frajman Sonia, excusez de ne pouvoir Monsieur le maire, Monsieur Laville Rémy, Madame Marteau Elona, excusez de ne pouvoir Madame Prélo, Monsieur Josset Geoffrey, excusez de ne pouvoir Monsieur Bernier, Madame Fernandez Sophie, excusez de ne pouvoir Monsieur Laville, Monsieur Moser Alain, Madame Iglesias Catherine, Monsieur Lex Jean-François, excusez de ne pouvoir Madame Iglesias, Madame Belle Frédéric, Madame Maude Omis, pour l'instant pas encore arrivée, Madame Thiedresse Valérie, excusez de ne pouvoir Madame Ribaille, Madame Zels Anne-Marie, Monsieur Dulste Karl, excusez de ne pouvoir Madame Zels, Monsieur Menra Thierry, Monsieur Croquet Nicolas. Merci. Je vous propose de passer à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. En l'occurrence, je propose à Madame Bardet Alice. Est-ce qu'il y avait des objections, des abstentions? Bon, Alice, tu es notre secrétaire de séance. Juste à titre d'information, un rapport vous a été remis sur table. Donc, voilà, il n'y a pas d'objection à l'examiner. Bon. Eh bien, merci à vous. Juste deux petits points d'information préalables. Un, concernant en fait l'allée Abbé Pierre. On avait évoqué depuis un petit laps de temps, donc on va procéder à la dénomination, en tout cas à renommer en fait l'allée. Donc ça fera l'objet d'un travail de groupe et de concertation avec aussi avec le CMJ ou d'autres instances pour retrouver le bon nom, voilà, en étant attentif. Aussi un petit point d'information, vous n'êtes pas sans savoir, la presse en effet écho, donc il y a une réunion qui a eu lieu cette semaine pour le projet du collège, donc avec un CA exceptionnel qui s'est déroulé en présence du président du département ainsi que des conseillers départementaux du canton. Voilà, on ne va pas revenir sur la méthodologie, etc. En tout cas, on se satisfait de la volonté du département de pouvoir continuer à investir dans le projet du collège. Là, ça sera une orientation qui sera plus sur la requalification du bâtiment. Et ce qu'on a évoqué lors du conseil d'administration, c'est qu'on était bien évidemment disposé, s'il y avait nécessité, de pouvoir si besoin, occuper d'une partie du parc Truaude, puisque dans l'aménagement, ce qui avait été évoqué dans le projet initial, il y avait notamment la question du flux de sécurisation des élèves en termes d'entrée, etc. Ça nécessitera sans doute peut-être une emprise foncière complémentaire. En tout cas, on l'a évoqué, j'en ai échangé avec le président Pichery. Voilà, s'ils ont besoin, on tend la main au département sur cette partie-là. L'idée étant, c'est d'aboutir sur un projet qui soit globalement satisfaisant. Et ce qui a été aussi entendu par le département, en tout cas ce qu'il a pu proposer aux parents d'élèves, aux enseignants, etc., qui a été quand même globalement bien accueilli. Voilà, donc on se satisfait de l'avancée de ce projet. Forcément, ça prendra un petit peu de décalage dans le temps, puisqu'il faut relancer un certain nombre de procédures, etc. Mais en tout cas, le département maintient son engagement à pouvoir investir sur le collège Langevin. Voilà. Oui, vas-y Anne-Marie. Juste pour remercier la ville de Sainte-Savine, quand même, qui a toujours été à nos côtés dans les différentes étapes plus ou moins faciles de ce dossier. Même si on est un peu déçus parce que c'est un dossier sur lequel on a travaillé depuis longue date, enfin moi particulièrement.
On se satisfait aujourd'hui quand même d'un calme retrouvé, de la confiance effectivement qu'on a ressentie au niveau du CA donc exceptionnel qui a eu lieu il y a 48 heures en arrière. Et puis pour information, tous les parents des collégiens ont reçu un courrier du département pour qu'ils aient la même information. Et aujourd'hui, tous les parents des écoles élémentaires ont reçu aussi un courrier de ce même type pour que les personnes aient aussi le même degré d'information, qu'on arrête aussi avec les faux bruits, les rumeurs et tout ce qui a pu traîner sur ce dossier. En tout cas, effectivement, le département s'engage pour une requalification de qualité et c'est effectivement aussi quelque chose qu'on sait faire parce que jusqu'à présent, on a réhabilité l'ensemble des collèges de ce département. Donc, et on vous tiendra informé au cours des évolutions des travaux. En tout cas, merci à la ville pour son partenariat. Merci. À noter l'arrivée de Madame Modomis. Voilà. Eh bien, je vous propose d'attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec le premier point, comme on l'a évoqué, donc, qui est la subvention exceptionnelle de soutien à la population de Mayotte, voilà, face au cyclone Chido. Alors, sachant que voilà, il y a une première phase, on sait que sur les travaux, ça va demander un petit peu de temps et surtout sans doute un soutien dans la durée. Et donc, il vous est proposé, en fait, ça a fait une démarche aussi qui avait été menée au niveau national avec l'Association des maires de France en identifiant deux destinataires, deux structures destinatrices de dons, notamment des collectivités. Et donc, on vous propose en fait de pouvoir soutenir la Croix-Rouge sur l'opération avec une dotation à hauteur de 1 000 €. Donc, aussi, il vous est donc proposé donc de faire un don d'un montant de 1 000 € à la Croix-Rouge française et d'approuver ce soutien à la population de Mayotte et d'habiliter Monsieur le maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? On l'avait évoqué en fin d'année dernière. Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité. Et c'est vrai qu'on en évoquait, c'est que malheureusement, on assiste de plus en plus à des épisodes climatiques assez intenses. On le voit encore en Bretagne et on n'est pas à l'abri de voir aussi renouveler ce type de soutien. C'est toujours intéressant que les collectivités puissent céder quand il y a nécessité. Eh bien, le point suivant, c'est l'approbation des procès-verbaux de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2024. Donc, est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès-verbal? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, dans le cadre des délégations prises sur le fondement de la délégation permanente, donc il y a un certain nombre d'éléments qui... la délégation prévoit notamment donc, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux et de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions de fonctionnement dans la limite de 15 000 € et de subventions d'investissement pour les opérations dont le montant des dépenses subventionnables est inférieur à 300 000 € et vous en avez le rapport dans les annexes. Ensuite, le point numéro... je reprends ma petite fiche. Le point numéro 3 avec la direction des actions éducatives avec la subvention exceptionnelle complémentaire pour la classe de neige 2025. Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, lors du conseil municipal du 14 novembre dernier, une subvention initiale de 260 € par élève de CM2 a été adoptée pour soutenir les coopératives scolaires dans l'organisation des classes de neige 2025, donc qui se sont déroulées il y a quelques semaines maintenant. Cependant, à la suite de la sollicitation des directrices des écoles élémentaires lors des conseils d'école de première période et à leur courrier du 25 novembre adressé à Monsieur le maire, des ajustements ont été demandés pour prendre en compte les difficultés financières de leurs coopératives scolaires. Afin de répondre à ces besoins et de garantir le maintien du reste à charge pour les familles à hauteur de 150 € par enfant, la commune propose d'accorder une subvention exceptionnelle complémentaire de 42 € par élève en faveur des coopératives scolaires pour la classe de neige 2025. Ce qui se traduirait comme suit. Vous avez donc le tableau dessous, une subvention totale de 6 342 € pour l'école Ferry, 21 élèves,
de 7 248 € pour l'école Aubrac, 24 élèves, de 6 946 € pour les écoles Guingouin et Pailleur, respectivement, donc 23 élèves chacune. Prévisionnel sur la base des devis communiqués par les 4 écoles élémentaires en octobre 2024 et qu'il conviendra bien sûr d'actualiser au réel sur présentation des factures. Un acompte de 85% de la subvention totale pourra être versé à compter de janvier 2025 à la demande des écoles et sur présentation des devis actualisés. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la subvention exceptionnelle complémentaire précitée en faveur des coopératives scolaires des écoles élémentaires pour la classe de neige 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. En tout cas, il y a un retour très positif de tous les parents des enfants et on en est pleinement satisfait. J'espère un jour que je pourrai accompagner les enfants, mais à chaque fois, ça ne tombe pas forcément dans le bon timing. Donc, rapport suivant, rapport numéro 4, toujours les actions éducatives avec le projet éducatif local 2025-2027. Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les communes ont un rôle affirmé dans l'organisation des activités éducatives sur les temps périscolaires et extrascolaires. Dans ce cadre, la ville de Sainte-Savine est dotée d'un projet éducatif local depuis le 8 décembre 2016. Ce plan nécessite aujourd'hui une mise à jour pour répondre aux évolutions des besoins éducatifs du territoire. Le PEL constitue le cadre stratégique de la politique éducative communale, définissant les orientations éducatives pour les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. Le nouveau PEL 2025-2027 permet de renforcer les synergies entre les acteurs éducatifs locaux, Éducation nationale, CAF, PMI, associations, services municipaux, familles, et d'intégrer les priorités nationales et locales en matière d'éducation, d'inclusion, de développement durable et d'attractivité des métiers éducatifs. Ce document a été élaboré en concertation avec les partenaires éducatifs et les équipes municipales et tient compte des besoins spécifiques du territoire savinien. L'adoption du PEL 2025-2027 permettra sa mise en œuvre dès janvier 2025, notamment auprès des accueils de loisirs sans hébergement et des dispositifs périscolaires, facilitant ainsi l'élaboration de projets pédagogiques cohérents. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter le nouveau projet éducatif local 2025-2027, annexé à la présente délibération, en tant que cadre stratégique de la politique éducative de la commune pour les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. D'autoriser la mise en œuvre des actions définies dans le PEL, conformément aux orientations prioritaires suivantes: renforcement de l'inclusion éducative et des dispositifs d'accompagnement spécifiques, transition écologique et éco-citoyenneté, valorisation et attractivité des métiers éducatifs, développement des passerelles éducatives pour faciliter les transitions scolaires et périscolaires. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 5, avec l'animation de la vie locale, sortie d'inventaire, Monsieur Hennequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville a décidé de procéder au remplacement des tatamis de la salle du gymnastique du gymnase Morzinski. Ces tatamis sont en effet pour la plupart usés et abîmés et ne permettent plus une pratique sportive dans de bonnes conditions, gymnastique, sport de combat, renforcement musculaire. Il est donc proposé de sortir ces tatamis de l'inventaire municipal en distinguant les tatamis vétustes qui seront valorisés via les filières adaptées et les tatamis dans un état correct qui pourront être intégrés à une prochaine vente organisée par la ville. Donc, je vous laisse voir le tableau ci-joint. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la réforme des biens ci-dessus, d'autoriser la sortie d'inventaire de ces biens, de préciser que Monsieur le maire procédera à la cession de ces biens à des tiers conformément à la délégation permanente délibérée en séance du 18 mars 2021. Merci.
Des remarques sur ce rapport? Non. Bon, à titre d'information, on a reçu le matériel de renforcement musculaire donc, qui est installé. C'est un petit point d'information. Donc, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 6, toujours l'animation de la vie locale avec le règlement du budget participatif 2025. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Je vais faire rapide parce que c'est à chaque fois la même chose. Juste rappeler que le budget participatif est un dispositif démocratique permettant aux habitants non élus de proposer puis de choisir des projets d'intérêt général pour la commune. Ils peuvent ainsi suggérer des projets d'investissement qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes à l'échelle d'un ou plusieurs secteurs de la commune ou sur l'ensemble du territoire communal. C'est un outil pédagogique qui permet également aux habitants de mieux appréhender le fonctionnement des collectivités territoriales et du budget de la commune. Donc pour cette année, pour l'année 2025, il est proposé de maintenir comme chaque année donc le budget à 15 000 € dédié au budget participatif. Donc les campagnes de projets se dérouleront du 1er février au 15 avril. Et puis comme d'habitude, une fois que les projets sont proposés, on les estime et puis après il y a une seconde phase de vote et puis après on les réalise au cours de l'année. Donc pareil, pour encadrer le fonctionnement, comme chaque année on revalide le règlement intérieur avec les dates qui sont modifiées. Il détaille notamment les modalités de mise en œuvre des projets, de leur dépôt jusqu'au vote des habitants, puis à leur réalisation. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'affectation d'une enveloppe de 15 000 € au budget participatif 2025, de valider la mise à jour du règlement intérieur du budget participatif et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant sa mise en œuvre. Merci, et on est content aussi que ça fasse des petits, puisque vous avez dû lire aussi dans la presse que Rosières aussi met en place un budget participatif et on avait quand même pas mal échangé aussi avec eux, et donc voilà, c'est bien qu'aussi ça puisse se développer sur l'ensemble des communes. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 7, avec toujours l'animation de la vie locale, subvention pour l'harmonie municipale, monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, l'association Orchestre d'harmonie de Sainte-Savine a pour vocation la pratique, la diffusion et la vulgarisation de la musique amateur. Elle réunit une cinquantaine de musiciens dans des espaces mis à disposition à l'école de musique, à l'école municipale de musique et de danse, et propose plusieurs fois par an des représentations de qualité accessibles au grand public. Ces musiciens participent également aux cérémonies patriotiques organisées par la ville. Jusqu'en décembre 2024, la ville prenait en charge la rémunération du chef d'orchestre de l'harmonie. Suite à son départ en retraite et au recrutement par l'association d'une nouvelle personne sur ce poste, il est donc proposé que la commune participe, au travers d'une subvention municipale, à la rémunération du nouveau chef d'orchestre, afin de permettre la continuité de fonctionnement de l'association. Pour l'année 2025, le montant de 6 000 € est proposé au titre de cette participation, en complément de la subvention de fonctionnement annuelle qui pourra être attribuée par le conseil municipal sur sollicitation de l'association. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'octroi d'une subvention de 6 000 € à l'association Orchestre d'harmonie de Sainte-Savine pour la rémunération de son chef d'orchestre, de dire que cette subvention portera sur l'année 2025, d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Oui, en fait, avant, on avait c'était un agent en fait de la collectivité, donc il est parti en retraite, et donc l'idée, c'était de pouvoir aussi changer le mode de contractualisation et de voir avec l'association pour aussi continuer à avoir une animation de l'association au travers d'un chef d'harmonie, chef d'orchestre. Des remarques sur ce rapport? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, c'est le rapport numéro 8, et c'est pour moi, il faut que je prenne les bonnes feuilles.
Donc c'est la convention entre la ville et Trois Champagnes Métropole pour l'attribution d'un soutien financier du groupe Clarins pour le projet de requalification des anciens bassins saviniens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en février 2023, le groupe Clarins s'est installé sur le parc économique du Grand Trois, situé sur le finage de la commune de Sainte-Savine. Et donc à cette occasion, dans le cadre en fait, d'une forme de compensation, en fait, le groupe s'est engagé à pouvoir financer des projets de renaturation sur l'ensemble de l'agglomération et Sainte-Savine en particulier. Donc il y a eu un appel à projet. C'est TCM qui a lancé l'appel à projet sur les différentes communes de Trois-Champagnes Métropole. Il y a une délibération le 6 décembre 2024 qui a approuvé le partenariat entre Trois-Champagnes Métropole et le groupe Clarins. Le budget, pour rappel, c'est sur le budget prévisionnel, donc c'est vraiment sur la partie parc et notamment renaturation des anciens bassins que l'opération est financée. Et donc il est proposé un financement à hauteur de 95 000 €. Voilà, donc vous êtes proposé d'approuver la convention entre la ville de Sainte-Savine et Trois-Champagnes Métropole telle que jointe en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention ainsi que toute pièce utile. Et il y aura une communication plus large. Donc là, l'idée, c'est vraiment une délibération. Il y aura une communication plus large avec Trois-Champagnes Métropole notamment et puis sans doute les autres communes courant mars. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Croquet. Oui, moi déjà, je tenais à féliciter Clarins pour participer. Et est-ce qu'il n'y aura que ce projet ou est-ce qu'ils vont aussi faire d'autres projets en concertation? Alors ça, c'est pas moi. Non, en tout cas, c'est une entreprise qui est très engagée sur la question environnementale. Donc sans doute peut-être des choses par la suite, mais je ne peux pas présager. En tout cas, c'est déjà un geste assez important sur l'ensemble de l'agglomération et sur un certain nombre de projets sur toute taille de commune, puisque voilà, il y a des communes aussi très rurales. Et l'idée, c'était vraiment sur un projet de renaturation. Voilà. Après, seul l'avenir nous dira la suite, mais en tout cas, on a des très bons rapports et très constructifs et on se félicite du partenariat. D'autres remarques ou commentaires? Oui, Anne-Marie. Oui, merci, Monsieur le maire. De toute façon, Clarins a l'intention de s'implanter sur son territoire et de mener bon nombre d'actions avec les acteurs locaux, que ce soit les associations sportives ou autres. Je pense aussi tous les partenariats économiques. Donc c'est vrai que quand on a une entreprise de cette taille qui vient sur notre territoire, et notamment à Sainte-Savine, ce n'est que du bénéfice pour l'avenir et pour aussi les habitants, puisqu'on peut espérer qu'il y aura pas mal d'employés qui peuvent être dans le bassin justement d'emploi autour de Clarins. Donc c'est effectivement une chose très intéressante pour nous. Merci. D'autres remarques ou commentaires? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport numéro 9 avec le compte épargne-temps, actualisation du dispositif. Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine a instauré depuis le 7 mars 2005 le compte épargne-temps. Ce dispositif permet aux agents qui n'ont pas pu prendre la totalité de leurs congés de les épargner. La monétisation des jours épargnés a été mise en place par la délibération du 15 novembre 2010, abrogée par les nouvelles dispositions instaurées par délibération en date du 5 juin 2019. Le maire propose à l'Assemblée délibérante de maintenir la possibilité d'indemnisation des jours épargnés, qui constitue un réel avantage pour le pouvoir d'achat des agents et un levier d'attractivité pour la collectivité. Toutefois, compte tenu du contexte économique, afin de pouvoir faire une estimation budgétaire la plus réaliste possible, le maire propose à l'Assemblée délibérante la nouvelle disposition suivante, applicable à compter de la date de signature de cette présente délibération. Instaurer un plafond maximal de nombre de jours d'indemnisation des jours déposés sur le compte épargne-temps à 10 jours par an et par agent. L'instauration de ce plafond a été présentée et débattue en séance du comité social territorial du 27 janvier 2025. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les nouvelles modalités d'utilisation des jours épargnés et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Débattu et
et approuvé surtout. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 10, avec le renouvellement de la convention avec le COS, donc le Comité des œuvres sociales. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'association Comité social des agents communaux de Sainte-Savine assure, conformément à ses statuts, un ensemble de prestations sociales, culturelles, sportives et de loisirs en faveur des agents municipaux et des retraités de la ville. Nous avons conclu le 17 mars 1998 une convention cadre avec le Comité social des agents communaux de Sainte-Savine afin de confier à cette association la gestion des prestations destinées aux agents municipaux, ainsi que ses modalités de fonctionnement et les engagements réciproques des parties. Lors d'une délibération numéro 9 en date du 23 mars 2016, nous avons renouvelé la convention définissant les engagements réciproques des deux parties ainsi que les modalités de la participation financière, subventionnement et matériel de la ville. Ces dispositions ayant évolué, une nouvelle convention a été établie par délibération du 5 juin 2019. Il est désormais nécessaire de renouveler ladite convention à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 3 ans. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention entre la ville de Sainte-Savine et l'association Comité social des agents communaux telle que jointe en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention ainsi que toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 11, avec le rapport social unique. Donc, pour information, Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales et établissements publics doivent établir un rapport social unique, donc qui s'appelle le RSU, annuel, au titre de l'année écoulée. Celui-ci vient remplacer le bilan social qui s'opérait tous les 2 ans. Le RSU se substitue aux différents rapports existants au sein des collectivités, à savoir le rapport sur l'état de la collectivité, auparavant appelé le bilan social, le rapport de situation comparé entre les hommes et les femmes institué par la loi numéro 2012-347 du 12 mars 2012, le rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévu à l'article L. 323.2 du Code du travail, et l'article 9 du décret susvisé indiquait que ce rapport doit être transmis dans son intégralité à l'ensemble délibérante. Donc le dossier n'appelle pas de vote, c'est une petite cartographie, je ne sais pas si vous avez pris le temps de le parcourir, qui permet de faire un état des lieux à la fois sur les emplois permanents, non permanents, les secteurs d'activité, les catégories d'emplois qui sont employés par la collectivité, et puis une évolution sur plusieurs années. Il y a un petit décalage entre la présentation et l'année. Comme vous le savez, on l'a passé de façon au conseil municipal. On avait des difficultés à avoir des ressources humaines suffisantes pour conduire à bien ce travail. On a en général les données, par exemple, là sur 2024, on les aura simplement en avril 2025, donc on a déjà 4 mois de délai. Et une fois qu'on a les informations, il faut prendre le temps de les traiter. Donc en général, celui de 2025, on pourra le passer en septembre de cette même année. Donc il y aura moins de décalage pour les années, sur les années précédentes. Donc il n'y a pas de vote, mais ça peut ouvrir à commentaire s'il y en a. Ça peut ouvrir à débat et à échange. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Non? Eh bien, rapport suivant. Rapport numéro 12 avec le rapport des orientations budgétaires. Madame Bultequin. Merci, Monsieur le maire. Le plan 2025 établit les priorités stratégiques pour l'année en tenant compte des contraintes financières et sociales actuelles. Ce plan repose sur une étroite collaboration entre les élus et les services municipaux. Les principaux axes abordés sont les suivants. La maîtrise des charges de fonctionnement. Avec le passage en 100% LED, la ville a rempli l'objectif de réduction de la consommation d'électricité, moins 36% en 2024 avec 550 000 kWh.
En 2025, l'éclairage public en 100% LED, couplé à une diminution des tarifs de l'électricité négociée de moins 28% hors taxes, permettent d'envisager des économies concrètes de moins 26 000 € sur une année pleine. Les efforts incluront en 2025 également l'installation de systèmes de gestion thermique connectés dans plusieurs bâtiments publics pour optimiser les périodes et les niveaux de chauffage selon les besoins réels. Par ailleurs, la rationalisation de notre patrimoine bâti sera un des axes prioritaires pour optimiser les surfaces utiles aux services publics et réduire les charges de fonctionnement et d'entretien inhérents à chaque bâtiment. En se libérant de bâtiments publics, on diminue nos charges de fonctionnement et d'entretien. Les charges de fonctionnement et salariales n'augmentent pas avec la même dynamique que les recettes de fonctionnement, dont celles fiscales ou les dotations. L'objectif des prochains mois sera de réduire cet effet de ciseaux entre des dynamiques déséquilibrées de charges et de recettes pour maintenir les résultats budgétaires excédentaires confortables. Augmentation subie des charges salariales. Les charges salariales ont connu une augmentation cumulée de 900 000 € si l'on mesure l'incidence de la revalorisation du point d'indice depuis 2022 jusqu'à 2025, à effectifs quasi similaires. Pour mesurer cette augmentation imposée par l'État, cela correspond à l'équivalent de quasi 20 emplois à temps plein sur 3 années. La ville poursuit son optimisation des charges salariales en requestionnant les départs en retraite et l'organisation même de ses services municipaux. Les investissements stratégiques. Après les phases d'études et de mise en concurrence nécessaires, des projets phares et structurants prennent corps cette année, la requalification de la piscine, les travaux de la médiathèque, la requalification du poste de police, la fin des travaux de l'église, la rénovation du grand salon, un coup de neuf sur la chapelle du parc, un bouquet de travaux voirie et d'espaces publics en cœur de ville, des requalifications de voirie sur le Hamelet, des premiers travaux du plan école, les premiers travaux au parc de la Nulutel. Ces travaux s'inscrivent dans une démarche d'optimisation de l'utilisation des espaces publics tout en renforçant leur attractivité pour les usagers. Le financement de l'ensemble de ces projets est envisagé en mobilisant des soutiens financiers extérieurs, subventions, fonds de concours, appels à projets, pour limiter autant que possible le reste à charge pour la ville. Si l'équilibre du budget est à date envisagé sur la durée grâce au recours à l'emprunt, la ville envisage de céder une partie de ses bâtiments publics, CCAS, etc., qui pourront être des recettes utiles à l'autofinancement pour réduire les besoins d'emprunt, les retarder ou s'en dispenser. Il est rappelé que l'addition des hypothèses d'emprunt depuis 2021 s'élève à 2 475 000 €. À date, la ville est toujours parvenue à équilibrer son budget sans avoir recours à l'emprunt. Qui plus est, en dégageant un résultat positif, excédent budgétaire cumulé de fonctionnement, d'en moyenne 3 855 000 € chaque année entre 2020 et 2023. Les services publics rendus. Depuis 2020, une analyse approfondie des besoins locaux a permis de recentrer les services publics afin de mieux répondre aux attentes des citoyens. Les avancées majeures incluent un diagnostic socio-économique. Les services municipaux ont été adaptés pour répondre aux évolutions sociales et économiques, avec une attention particulière portée aux jeunes, à la culture et aux mobilités douces. Des actions spécifiques comme le soutien à la parentalité et la lutte contre la fracture numérique ont été déployées pour les publics vulnérables. Schéma directeur du patrimoine bâti. Une rationalisation des infrastructures communales a été mise en place, notamment par la vente de biens inutilisés, comme le château de Montsolévaude, et l'optimisation des bâtiments restants. Ce schéma s'accompagne de travaux de rénovation pour garantir la sécurité et la conformité des bâtiments ouverts au public. Modernisation des outils. La municipalité a investi dans le parc informatique, la fibre optique et le renouvellement de la flotte de véhicules municipaux afin d'améliorer l'efficacité des services. Ces investissements visent également à réduire les coûts à long terme en favorisant des équipements éco-énergétiques et durables. Sobriété énergétique. Avec un budget prévisionnel de 638 000 € pour l'énergie en 2025, la municipalité poursuit sa démarche réduire ses charges énergétiques et bénéficie de baisse de l'électricité, SDEA, de moins 28% hors taxe à compter du 1er janvier 2025. Modernisation des équipements. Des systèmes connectés ont été installés pour une gestion plus précise du chauffage. Un projet de chauffage collectif basse consommation pour les grands bâtiments municipaux est également en cours. Cela inclut également l'utilisation d'énergie renouvelable pour alimenter les bâtiments publics.
Conversion des infrastructures lumineuses. Tous les points lumineux ont été remplacés par des LED, un projet financé en partie par des subventions couvrant 43% des coûts. L'utilisation de luminaires à intensité variable permettra de réduire les consommations électriques durant les périodes de faible affluence. Objectif à long terme, la municipalité prévoit de respecter dès 2025 les exigences du décret tertiaire pour 2030, visant une réduction de 40% des consommations d'énergie par rapport à 2012. Des études complémentaires sont en cours pour identifier d'autres opportunités d'amélioration énergétique dans les équipements municipaux. Contexte budgétaire local et national incertain. Bien que l'inflation soit appelée à reculer en 2025, les finances publiques restent sous forte contrainte. L'absence d'une vision d'ensemble des dynamiques économiques et budgétaires compromet notre capacité d'anticipation et de pilotage. Dans un contexte où les décisions nationales impactent directement l'autonomie financière des collectivités, il est impératif d'appréhender avec lucidité les arbitrages en cours. Voici les éléments déterminants à prendre en compte. Concours financiers de l'État. Ces concours sont prévus à 104,5 milliards d'euros, ce qui représente une baisse de 1,7% par rapport à l'année précédente. Cette diminution s'explique par une volonté de recentrer les aides sur les collectivités les plus en difficulté. Fiscalité locale. Les fractions de TVA affectées aux collectivités seront stabilisées et la suppression de la CVAE a été reportée en 2027. Ces ajustements permettent aux communes de disposer de marges de manœuvre supplémentaires pour leurs projets d'investissement. Dotation globale de fonctionnement, DGF, une augmentation ciblée de 290 millions d'euros est prévue pour les communes rurales et urbaines les plus fragiles. Cette mesure vise à réduire les écarts de dotation entre territoires en renforçant la péréquation. Analyse financière rétrospective. Les recettes de fonctionnement. Ces recettes ont progressé de 3,49% entre 2023 et 2024, atteignant 12,6 millions d'euros, grâce à une hausse des compensations fiscales et à une gestion rigoureuse des produits exceptionnels. La revalorisation des tarifs des équipements communaux a également contribué à cette dynamique. Fiscalité locale. En raison de la revalorisation de l'assiette, les impôts locaux ont mécaniquement connu une augmentation modérée de 1,59% en 2024, accompagnée d'une revalorisation des bases de 1,7% pour 2025. Cette progression reflète également les efforts pour encourager l'implantation d'entreprises sur le territoire. Maîtrise des dépenses. Malgré les augmentations liées au coût de l'énergie et aux salaires, les dépenses restent maîtrisées grâce à une optimisation des processus internes, au déploiement du 100% LED et à l'isolation de bâtiments pour réduire nos charges et à l'absence, en 2024 encore, de recours à l'emprunt. Les charges de fonctionnement courant. Ces charges s'établissent en 2024 à 11 188 909 euros, soit une progression de plus 6,55% par rapport à l'exercice précédent. Elles intègrent entre autres la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires, plus 5 points au 1er janvier 2024, après les premières revalorisations du point d'indice, plus 3,5% en juillet 2022, puis 1,5% en juillet 2023, décidées par l'État et qui se répercutent d'exercice en exercice. Cette augmentation impacte le budget communal à hauteur de 590 000 euros sur la période 2022 et 2024. La politique RH de la collectivité s'appuie sur une modernisation des outils de travail et des actions ciblées pour améliorer les conditions de travail et la gestion des effectifs. Les dépenses en personnel représentent 62% des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Il s'agira pour l'année 2025 de continuer à les maîtriser au maximum. Les prévisions de dépenses relatives aux charges salariales sont estimées pour 2025 à un montant de 7 270 832 euros contre 7 188 431 euros prévus pour 2024 après décision modificative. Cette hausse découle des revalorisations nationales du point d'indice, de recrutement stratégique, mais tient aussi compte de certains départs d'agents non remplacés via notamment des protocoles transactionnels. La collectivité emploie 200 agents en 2024, dont une majorité de titulaires. 59,5%. L'absentéisme est géré par des remplacements ciblés pour garantir le service public. La formation professionnelle s'est intensifiée
en 2024, 211 jours pour répondre aux besoins émergents. En 2025, l'accent en termes de politique RH sera mis sur la formation des agents, des sujets prioritaires concernant les 3 éléments suivants, le régime indemnitaire de la police municipale qui doit être modifié conformément à l'évolution de la réglementation, la revoyure quadriennale de l'IFSE, les lignes directrices de gestion, documents structurants pour la collectivité qui permet de définir les orientations stratégiques en matière de politique RH et de promotion et valorisation des parcours professionnels, et l'actualisation du livret d'accueil avec toutes les obligations déontologiques des agents. La continuité des prestations sociales et protections sociales complémentaires, la gestion du temps de travail. Pour l'année 2025, il est envisagé une dématérialisation des congés des agents via le logiciel 3 temps afin d'optimiser les ressources de la collectivité, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La commune opte pour une vision prudente et réaliste pour ses projets futurs. Les points clés du programme pluriannuel d'investissement incluent la maîtrise des charges de fonctionnement, dont les charges salariales, patrimoine bâti et équipements structurants. De nombreux projets structurants prendront forme dès 2025 ou à partir de 2025. La piscine, la médiathèque, la nouvelle école maternelle sur le site des Viennes, la requalification des écoles, la fin de travaux de l'église, le parc de la Nulutelle, la place du marché et les premiers jalons de la requalification de Galigny-Leclerc et du cœur de ville, la rénovation ou la création de voies douces, notamment sur Leclerc et après le pont de la Rocade. La rationalisation du patrimoine bâti permettra de poursuivre l'optimisation des bâtiments tout en réduisant les charges de fonctionnement. La cession de certains biens permettra de dégager des recettes importantes qui pourront être fléchées sur l'entretien et la rénovation du bâtiment qui sera conservé. Un soutien au CCAS et aux actions en faveur des personnels les plus en prise en difficulté maintenu. Les espaces mis à disposition du CCAS et de nos partenaires sociaux devront être adaptés pour le confort de tous. Transition écologique remplace, l'accent sera mis sur les mobilités douces et sur l'efficacité énergétique. Les projets incluent l'extension des pistes cyclables, la création de zones piétonnes et le développement de bornes de recharge pour véhicules électriques. La rationalisation du patrimoine bâti, tout comme sa rénovation, isolation, remplacement des ouvrants, etc., et le recours à des alternatives aux énergies fossiles constitue un plan global de gestion du parc bâti et de la transition énergétique. Aménagements urbains sont concernés la modernisation de la voirie et la requalification de certains espaces publics, place du marché, square et parcs, placettes, le remplacement du mobilier urbain et l'aménagement des espaces publics. Ces travaux viseront à améliorer la qualité de vie des habitants, la mobilité douce, l'accessibilité et l'attractivité de la ville. Dans tous les cas, la recherche de subventions et tout dispositif de soutien, mécénat, fonds de concours, appel à projets, etc., sera examiné et suivi de très près afin de minimiser le reste à charge pour la collectivité. La politique des ressources humaines constitue un enjeu stratégique pour la municipalité. En raison de recrutements dans la fonction publique parfois complexes, une évolution du rapport au travail, la volatilité des ressources humaines selon les opportunités qui se présentent aux agents, les charges salariales qui mécaniquement ne font qu'augmenter, la conciliation de ces paramètres avec en miroir les services publics nécessite de consolider notre stratégie RH pour les années à venir. La ville poursuit ses actions pour assurer le service public et rendre plus efficiente l'action des services. Organigramme optimisé, adapté aux besoins du projet politique et des services publics locaux. Travail sur l'attractivité des métiers, travail sur le bien-être et la sécurité des agents, lutte contre les accidents de travail, formation, efficience du service public via des outils adaptés, informatique, logiciels métiers, outils, véhicules, etc. Recours, lorsque nécessaire, à des prestataires externes. Cette stratégie garantit la continuité du service public, même dans des contextes de tensions ponctuelles. Poursuite d'un dialogue social entre la ville et les agents. Par-delà le contexte budgétaire, il est utile de rappeler l'objet et le sens de l'action publique et sans l'esprit de la loi de décentralisation avec ce qui s'impose aux collectivités ou qui les oblige. Il y a ce qui est obligatoire, mais surtout tous les services optionnels rendus parce qu'ils sont utiles ou précieux
pour les habitants et tout ce qui crée les conditions de vie paisibles et plaisantes pour les habitants. Service à l'enfance, l'aide et l'action sociale dans toute sa dimension, la qualité de vie, la tranquillité publique, les espaces de dialogue et rencontres citoyens, alors que les dotations ne couvrent pas ou si peu les besoins de services publics. La ville a comme levier sa fiscalité, ses recettes issues des services facturés, nos subventions, mais aussi l'emprunt, avec le devoir d'être toujours à équilibre, sans dépenser plus que ce que nous percevons en recettes. À Sainte-Savine, nous maintenons nos budgets à équilibre depuis 2020, de façon excédentaire pour autofinancer confortablement nos projets, ce sans recours à l'emprunt et sans avoir augmenté les taux de fiscalité. Il est normal que dans ces conditions et face à l'augmentation croissante des charges de fonctionnement, y compris sans dépenser ou recourir à des ressources humaines exquises, que les charges augmentent plus dynamiquement que les recettes. Toutefois, dans ces conditions et à l'instar de l'exercice 2024, l'excédent budgétaire cumulé de fonctionnement prévu est malgré tout évalué à 3 570 000 €. Dans les prochains jours et à l'issue du vote de la loi de finances notamment, la ville va pouvoir stabiliser sa prospective budgétaire et être plus fine parce que plus sereine dans les prévisions de recettes qui pourront se dégager et par voie de conséquence dans l'équilibre de son budget primitif 2025. Merci. Oui. Oui, bah allez-y. Bah Merci. J'ai même écrit aussi pour essayer d'être clair dans mes propos. Je vais aborder un certain nombre de points, pas très nombreux, puis assez rapidement, sur ce rapport d'orientation budgétaire 2025. Je dois dire d'abord que c'est un rapport complet, riche, fourni, bien présenté, donc accessible, même si on est loin de connaître tous les intitulés, les acronymes, tout le codage des gens de la comptabilité ou des finances. Donc même pour un non-initié, ce rapport constitue effectivement un document fondamental, à la fois pour l'état des lieux, l'avancée des choses et les projets de la municipalité. Alors je vais aborder 3 points essentiellement. D'abord les charges de fonctionnement courant, puisque j'ai lu les choses peut-être de manière un petit peu différente que ce qui a été dit là. L'augmentation en 2024 de 6,5% par rapport à 2023, vous l'avez cité, il y a beaucoup de choses qui sont les réalités, sont donc soit beaucoup plus que les recettes. Les charges de fonctionnement courant ont augmenté de 6,5% en un an et les recettes de 2,99%. On voit déjà, donc effectivement, on est dans une dynamique qui n'est plus tout à fait de celle d'il y a quelque temps. Plus largement, elles sont passées de 8 482 240 € en 2020, ces charges de fonctionnement, à 11 188 909 € en 2024. Vous voyez, j'ai essayé de regarder des écarts plus larges. C'est-à-dire, on a une augmentation des charges de fonctionnement de la municipalité en 4 ans qui est de 24,16%. Alors bon, les raisons, elles sont connues, etc. Mais ce sont quand même des chiffres qui sont assez significatifs. Et on sait que ces charges contribuent à la diminution de l'épargne. Donc de toute façon, et les explications données sont réelles, il y a énormément de choses à prendre en compte, notamment des hausses de l'énergie, des charges de personnel, etc. J'y reviendrai. La tendance devrait appeler à la prudence. Mais bon, je reprendrai peut-être tout à l'heure la conclusion de ce rapport, et je crois que là-dessus, on a la même vision. Les dépenses de personnel, 7 188 993 € en 2024 constituent 64,24% des charges de fonctionnement courant. Donc c'est un taux assez important. Je crois que c'est un taux qui doit être supérieur à la strate, je ne sais plus. Je ne sais pas si... Non, vous ne l'avez pas utilisé, ça. En fait, la question de la strate, c'est toujours en fait quels sont les services que vous proposez en fait. La difficulté entre la... Oui. Non, mais... Parce que, par exemple, on a des communes par exemple, qui n'ont pas de crèche. Oui. Il y a des communes, des fois, qui n'ont pas d'église pour la partie investissement. Oui. Et donc, en fait, la difficulté, c'est l'analyse de la strate. En fait, il faudrait presque analyser de manière encore plus détaillée
comparer ce qui est comparable en termes de services et d'équipements publics, en fait. Oui, et on a 3 gymnases aussi, par exemple. Oui, non, bien sûr. Bon, simplement, c'est un fait, et c'est une moyenne. Bon, une moyenne, ça fait quand même un repère pour des évolutions ou des tendances. Et elles ont augmenté quand même ces charges de 1 259 320 € par rapport à 2020, soit de 21%. Mais bon, si à chaque phrase, monsieur le maire, je ne demande pas des justifications, on en connaît beaucoup. Mais c'est quand même des chiffres importants à repérer. Outre les frais de personnel communaux, les frais de personnel extérieur, donc qui ont augmenté, j'y viendrai, il y a aussi les frais de personnel extérieur, ce qui relève, je pense, pour partie aux externalisations qui finalement peuvent faire baisser les frais de personnel internes de tous nos agents, mais en même temps créer aussi de la dépense par ailleurs. Ça aussi, ce sont des choix que je ne conteste pas d'ailleurs, mais ça a un effet aussi. Parce que les frais d'externalisation, enfin ces frais de personnel par rapport à l'externalisation, passent de 26 449 € en 2020 à 92 838 € en 2024, c'est-à-dire plus 28,5%. C'est dire quand même qu'on change un peu de contexte, quoi, quand même assez fortement. Concernant les personnels, une petite chose. Bon, en gros, vous avez le même effectif, c'est-à-dire vous avez à peu près 200 personnels, bon, avec des temps de travail différents, etc. Ça n'a pas bougé depuis même nombre d'années. Ce qu'on a remarqué, c'est un taux d'absentéisme qui pose question. Mais oui, parce qu'on était à 6,08% en 2020 et on est à 11,10% en 2024. Ça a presque doublé ce taux d'absentéisme. Alors là aussi, il y a des explications avec des congés longue durée, etc. Il y a des choses qui jouent un rôle. Mais ça interroge, et alors, ça m'interroge d'autant plus que, et ça a été une partie importante du rapport qui a été lu, c'est que la municipalité fait des efforts importants, d'ailleurs des efforts louables, ce n'est pas du tout une critique, pour améliorer les conditions de travail des agents, voire même leurs conditions de vie, leur couverture, etc. Il y a un vrai effort, il y a un vrai investissement pour le fonctionnement sur ces conditions pour que les agents puissent être au mieux et bien sûr rendre les services les plus efficaces. Donc c'est quand même, il y a un contraste là. On se demande jusqu'où vous allez devoir aller pour avoir un absentéisme qui ne soit pas dans cette tendance d'augmentation. Ça fait partie des interrogations. Voilà. Alors, dans cette augmentation de la charge de personnel, il y a effectivement, vous avez le même nombre d'agents, mais il y a eu des changements d'agents, vous avez eu aussi des recrutements d'agents avec des niveaux de compétences et des grades différents qui amènent aussi une augmentation salariale, bien sûr. Mais alors tout ça, l'externalisation, le travail avec les agents, avec les personnels, la montée en compétences, l'investissement dans les équipements, qui est considérable, est-ce que, on ne peut pas l'évaluer bien sûr, mais est-ce que les services rendus à la population et les actions liées au cadre de vie des Saviniens se sont améliorés dans les mêmes proportions que l'investissement et l'effort et les dépenses que vous avez fait pour ça? C'est une vraie question aussi. Quel seuil, quel équilibre? Voilà en concernant les charges de fonctionnement courant, les charges de fonctionnement global. La chaîne de l'épargne aussi, un autre zoom. L'épargne de gestion passe de 2 616 158 € en 2020 à 1 384 842 € en 2024, c'est-à-dire divisé par 2. Là aussi, on est dans une nouvelle tendance, ça a été dit aussi tout à l'heure. L'épargne nette passe de 2 185 098 € en 2020 à 897 309 € en 2024, moins 59 €. Donc là, on épargne, on est vraiment dans une tendance qui n'est pas inquiétante, mais qui est à prendre en compte, parce qu'elle est une tendance à la baisse assez significative. Bon, je ne parlerai pas de la comparaison avec 2017. Moi, j'ai pris 2020, parce que c'est 2020 qu'on prend ce qui est normal. Début du mandat, situation. J'avais déjà fait la même remarque l'an dernier pour l'épargne, parce qu'effectivement, en 2017, l'épargne était de 977 740, c'est un peu exceptionnel. Donc, je veux dire, ça masque un peu l'importance de la dégradation
que si on avait pris 2020. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'avais fait la même remarque, mais bon, apparemment, c'est revenu. En matière d'excédent et d'épargne, les ratios de la commune commencent à être inférieurs à la moyenne des communes de la strate. Là aussi, on peut dire qu'effectivement, la moyenne ne reste qu'une moyenne. Mais l'excédent brut est de 10,55% des recettes, et la moyenne de la strate, c'est 15,61% des recettes. Et l'épargne nette est de 7,17% des produits de fonctionnement, alors que la moyenne de la strate est de 8,67%. Bon, là, l'écart est peu important. Mais vous voyez qu'il y a toujours cette tendance qui est bien donnée par les chiffres. Et pour nous, cela donne des perspectives moins optimistes que celles dont nous allons peut-être, dont je vais parler après, parce que dans les perspectives, la programmation, etc., les projections, moi je me dis qu'on s'interroge un petit peu. Et d'ailleurs, vous aussi sûrement. Les perspectives en matière d'investissement, c'est le troisième point, pratiquement le dernier, vous voyez que c'est pas bien long. D'abord, félicitations, avant de parler d'investissement proprement dit, pour le taux élevé de réalisation des investissements, 80%. Donc c'est de la réalisation ou de l'engagement, mais c'est déjà, effectivement, la boîte tourne et il y a de l'efficacité. Alors on espère que c'est le résultat du recrutement important de personnel compétent auquel vous avez procédé, hein, je l'évoquais tout à l'heure, et qui devrait devenir encore plus efficace avec l'expérience à venir, même si cela a dû contribuer fortement à la hausse des charges de personnel. Les ressources humaines sont aussi un investissement qui était nécessaire, mais qui doit rester pertinent et proportionnel à la taille et aux besoins de la collectivité, ainsi qu'à ses ressources. Là aussi, à quel moment vous allez estimer être équipé et avec les compétences qu'il faut pour pouvoir poursuivre la réalisation de votre programme. Alors le programme est, comme d'habitude, toujours annoncé très ambitieux. Il est ambitieux depuis le début. 7 618 498 € en 2025 sont programmés. C'est de la programmation. Qui contribuera. Alors on sait que plus vous allez investir, plus vous allez dépenser en investissement pour ce programme très ambitieux, plus vous allez devoir faire appel à l'emprunt, donc c'est la relance de l'endettement, et provoquer la poursuite de la diminution des capacités d'autofinancement, sauf si vous arriviez à maîtriser encore plus les dépenses. Mais ça, c'est pas évident en ce moment. Dont l'engagement et la réalisation seront, on l'espère, prudemment lissés sur bien des années. Parce que il y a aussi ce phénomène-là. L'importance des opérations inscrites en 2025, comme les années précédentes, rend cependant peu lisibles les rangs de priorité. Il y a toujours un chantier qui va être projeté, ou une action, un investissement qui va être projeté. On finit par avoir quand même un éventail tellement large qu'on se demande comment, entre ce qui est l'opportunisme, normal, ou par rapport à des financements, etc., et ce qui est faisable, comment on peut avoir réellement des priorités dans toutes les actions, par rapport à toutes les actions de ce programme. Voilà en ce qui concerne ça. Par exemple, quand même, la médiathèque était allée jusqu'en 2028. Son coût dans les investissements, 2025, c'était 714 000 €. 2026, 1 705 704 €. 2027, donc qui sont prévus là, hein, on est dans les perspectives. 2027, 319 820 €. 2028, 106 607 €. Le total, c'est 2 846 131 €. C'est les chiffres que j'ai repris dans le rapport. Auquel il faut ajouter ce qui a été réalisé en 2025, 108 537 €. Et auquel on peut rajouter toujours, même s'il était financé, enfin subventionné, les 250 000 € de l'achat des bâtiments. Si on fait le total, on est à 3 204 668 € d'investissement. C'est quand même conséquent. Alors, vous allez dire peut-être pour la nostalgie, et il faudra d'ailleurs ajouter à ces 3 204 668 € peut-être aussi le coût du mobilier. Et le mobilier d'une médiathèque, c'est pas rien. Donc, à moins que ce soit compris dedans, mais bon, c'est pas le plus important, mais ça joue un rôle. Les élus qui trouvaient que notre projet trop coûteux, qui était de 2 048 000 € en 2019, réfléchiront. Vraisemblablement, même s'il avait été mené, il aurait coûté plus cher que ça aussi. Mais bon, il y a quand même un sacré écart
on est quand même à 3 204 668 € pour la médiathèque. Moi, je trouve que c'est... Bon, voilà, ça pose question. L'Anoulutel, c'est pareil, l'Anoulutel où il y a des projets, etc., qui ont commencé d'ailleurs. Les travaux seront étalés jusqu'en 2027. Coût total, 4 27 728 000 €. La requalification de la piscine, travaux étalés jusqu'en 2028. Coût total, 2 349 319 €. Quand je dis coût total, c'est investissement total. C'est pas le coût. Les coûts peuvent encore d'ailleurs augmenter, on ne sait pas, sur le bâtiment, etc. Donc voilà, les recettes annoncées, notamment les subventions évoquées à la hauteur de 80%, parce qu'il y en a où c'est 80%, il y en a qui sont peut-être acquises, bon, il y en a d'autres pour certains projets où c'est plus bas, semblent pour nous quand même très optimistes dans le contexte actuel. Ça peut évoluer très très vite, les sources peuvent un peu se tarir. Ça commence par l'État et ça va rebondir sur les collectivités territoriales, parce que bon, l'État peut fort bien et va vraisemblablement être moins disponible sur ses subventionnements, etc. Il va être moins disponible pour les collectivités plus grandes que nous qui nous subventionnent aussi. Je pense au conseil départemental, je pense à TCM, je pense à d'autres, etc. La région. Donc on va avoir une cascade, peut-être, je ne veux pas être pessimiste non plus, de financement plus difficile à trouver. Voilà ce que je voulais dire. Alors la couverture de ce plan d'investissement, parce qu'il y a tout un tableau de couverture, etc., interroge, car il est basé sur des choses, justement, sur lesquelles, moi, il faut rester prudent, à mon avis. Une stagnation des recettes, alors que beaucoup redoutent une diminution des dotations de l'État. Une évolution nominale, y compris l'inflation très faible des charges de fonctionnement, 1,6% par an à partir de 2026. Alors que les années précédentes démontrent les augmentations plus fortes. Je vous rappelle, plus 6,45% entre 2023 et 2024. Donc là, en 2026, on aurait d'un seul coup une stabilisation à 1,6. Moi, ça me pose question. Je n'ai pas les réponses, etc., mais ça me pose question. Et la mise en service de nouvelles réalisations, c'est ce qu'on vous souhaite, que ça arrive au bout assez vite, qui générera des frais de fonctionnement supplémentaires. C'est à chaque fois qu'on investit dans un bâtiment, etc., il faut savoir qu'on génère des frais de fonctionnement supplémentaires, d'autant plus, je dirais tout à l'heure, mais qu'il y a des bâtiments qui restent en rade et qui vont quand même pas générer de frais de fonctionnement, mais pas loin, quoi. Même ces données optimisées, l'épargne nette qui mesure la capacité d'autofinancement se réduit fortement à 315 000 €, 0,37 en 2030, et non pas 3 150 000. Il y avait 580 000, vous avez prévu 580 601 € en 2025, donc, ou en 2024, je ne sais plus. Donc on a une baisse de l'épargne nette bon, on l'a déjà évoqué, ça a été évoqué tout à l'heure, qui est quand même importante. Et l'encours de la dette corrigée, qui mesure le nombre d'années nécessaires pour apurer la dette, passerait de 1,2 ans en 2025, c'est en cours de la dette pour les Saviniens, à 11,3 ans en 2030. Donc l'application ou la réalisation de ce programme très ambitieux, c'est quand même... il y a quand même des précautions à prendre, je pense, même si on ne peut pas vous reprocher d'avoir un programme, voire ambitieux. À noter que ce ROB annonce des études relatives au déménagement du CCAS et des ateliers techniques municipaux, et ne fait pas mention du devenir de l'ancienne caserne des pompiers, de l'école Berniol, des appartenants attenants aux écoles, parce que là aussi ça va vraisemblablement changer. J'en oublie peut-être, autant d'éléments, sources de dépenses supplémentaires et peut-être d'investissements futurs. Donc déjà le programme est lourd, mais il y a ça qui peut arriver derrière, et il y aura d'autres choses que vous n'aurez peut-être pas prévues, qui peuvent arriver en matière d'investissement nécessaire. Donc compte tenu de l'endettement qui va et qui ira croissant, la situation financière appellera sans doute, comme vous l'évoquez, des ajustements et des corrections que nous craignons importants dans les années qui viennent. Et l'allongement perpétuel, alors ça c'est quelque chose qui est assez marquant, qui moi me frappe toujours, l'allongement perpétuel du programme municipal. C'est-à-dire qu'on a un programme, on le lisse au fur et à mesure des recettes et des dépenses de toute façon, et puis comme ça on a des actions ainsi on a des reports d'année en année de ces programmes ou de cette mise en route, cette réalisation,
résultant du décalage entre la programmation initiale, la préparation, les études, l'engagement, puis enfin la réalisation des projets annoncés. Nous en sommes déjà à 2030 pour certains projets annoncés en 2021. Eh oui. Alors c'est pas un reproche non plus, c'est pas... Je veux dire, c'est quand même un phénomène qui est intéressant à voir de manière globale. Et je veux dire, c'est l'investissement perpétuel, c'est la programmation perpétuelle. Et en fait, en termes d'années, je ne sais pas combien de mandats il va vous falloir pour déjà arriver au bout de tout ce qu'on a évoqué, mais je crois que certains auront les cheveux blancs avant d'avoir tout fait. Je pense que c'est le commun de toutes les municipalités. Ceci dit, je vais lire votre conclusion. Mince. Vous voulez passer parce que elle m'intéresse. Voilà. Vous mettez dans la conclusion une maîtrise des charges de fonctionnement qui progresse plus rapidement que les produits de fonctionnement est l'enjeu majeur pour viser des objectifs d'épargne nette et d'autofinancement plus confortables pour les années à venir pour conserver une capacité d'action plus sereine. Donc je vois qu'effectivement, vous avez pris la dimension des enjeux pas simples, pas faciles, qui attendent les communes, et notamment la nôtre, en matière de financement, etc. Donc pour terminer, ainsi ce rapport fourni, complet, assez lisible pour les non-initiés, j'y tiens quand même parce que je ne sais pas si tout le monde l'a lu, j'en suis pas sûr, mais c'est quelque chose, ressemble non seulement à un outil de pilotage et de prévision important, mais aussi à un instrument de communication impressionnant. Parce que là, quand on voit tous les commentaires, etc., j'ai envie de dire, il est vrai que la fin du mandat approche. Pour terminer. Voilà, merci de votre attention. Alors, sur l'Europe, c'est pas que cette année qu'il est comme ça, en fait. Hein, L'Europe ? Non, oui. non, mais... Donc, l'idée étant, c'était d'avoir, ça fait partie aussi des actions et du programme, c'était la question de la transparence de l'action publique. C'est pour ça qu'aussi on attache une grande importance à travailler sur un ROB qui soit clair, détaillé, lisible, pour éviter de noyer le poisson, pour que chacun puisse prendre en connaissance de cause des différents éléments. Alors sur l'année 2020 de comparaison, je rappelle qu'on était quand même quand on parle de charge de fonctionnement en 2020, on était quand même sur une année Covid. Ce qui, en soi, peut-être un petit peu particulier pour apprécier le fonctionnement d'une collectivité alors qu'elle fonctionnait en mode dégradé. Après, il faut comparer ce qui est comparable, mais après, il y a un certain nombre de choses. Et c'est effectivement le lissage des plans d'action, il y a des choses des fois qui mettent un petit peu de temps. Et je précise, alors, vous projetez une forme de mandat qui pourrait... Quand on propose des choses pour la collectivité, en fait, on propose des choses pour la collectivité, pas forcément pour un mandat. C'est-à-dire qu'en fait, on propose des choses qui nous semblent utiles. Après, charge à celles qui viendraient par la suite d'apprécier la justification, en tout cas la justesse des choix, mais on ne le fait pas pour soi, en fait. On le fait avant tout pour les habitantes et les habitants du territoire et pour nos administrés. Donc voilà, il y a des choses forcément qui se lissent. Et puis effectivement, il y a peut-être des choses... Et l'idée, c'était aussi de se projeter sur un certain nombre de choses qui devront être faites, peu ou prou, à un moment donné, et donc qui nécessiteront peut-être des fois des étalements dans la durée d'un certain nombre de réalisations. Parce que là aussi, il faut être transparent sur l'incertitude auquel on... Mais si on part du principe que tout est incertain, en fait, on fait demain plus rien. Enfin, là, je prends écho avec le département, il pourrait très bien se dire, en fait, c'est compliqué, donc on fait plus rien. Bon, après, c'est aussi un choix de se dire, il y a des choses qui vont être faites. Après, ça nécessitera une forme de rationalisation sur l'usage. C'est aussi, par exemple, sur la mairie, typiquement, c'est demain, peut-être qu'on optimisera l'utilisation des espaces de la mairie pour densifier un petit peu certains espaces. Là où il n'y a pas grand monde, c'est comment, au mètre carré, on peut avoir une meilleure utilisation des espaces de la collectivité. Et ça, sur l'ensemble du patrimoine bâti, parce qu'on a quand même un gros patrimoine bâti, je pense que vous en êtes conscient, et donc se posera la question des fois de l'optimisation, c'est-à-dire en gros, peut-être quelquefois, est-ce qu'il ne faut pas mieux utiliser des équipements? Quand vous évoquez sur la question de l'RH, et vous l'avez évoqué, c'est qu'on est sur un périmètre constant, il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises à destination des agents. On a une volatilité, alors il y a l'absentéisme,
Là, en fait, on est pour le coup, on est dans la moyenne nationale, parce que globalement, en fait, c'est des choses qu'on retrouve toute collectivité et aussi presque toute entreprise confondue, où il y a une question d'absentéisme un petit peu plus important. Alors ça, je vous laisse libre de vos propos. En tout cas, voilà, et en fait, c'est vrai qu'on a aussi les dispositifs aussi réglementaires et financiers qui nous aident pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un est absent, en fait, on a soit la moitié ou plein traitement. Et quand vous avez qu'un agent sur une mission qui est critique, vous êtes obligé de recruter, enfin, en tout cas, de prendre un contrat ou en tout cas une personne pour remplacer cet agent, sauf que ça fait double salaire. En plus, quelquefois, pour celui ou celle qui remplace, pas trop de visibilité sur donc quelque part des fois de l'emploi un peu précaire, et donc ce qui fait qu'aussi quelquefois aussi de la volatilité, parce que quand les gens sont sur une mission et ils n'ont pas de vision sur leur pérennité dans l'emploi, ils ont plus tendance des fois à saisir d'autres opportunités. Sur la question du recrutement, bien évidemment, là on a plus de volatilité qu'auparavant, mais ça c'est global dans toutes les collectivités où voilà, il y a aussi un changement générationnel, en fait, je pense, de personnes qui souhaitent aussi évoluer et donc qui ont plus le réflexe à se dire j'ai une opportunité dans le privé, dans le public, et puis forcément quand quelqu'un vient en poste de recrutement, en général il vient pour être un petit peu augmenté. Ça a effectivement un effet inflationniste, mais ça c'est tout corps de métier, et on le voit sur un certain nombre de corps de métier, notamment quand on parle de métiers techniques, on est en champ concurrentiel aussi quelquefois avec du privé. Et donc il faut aussi être attractif. Donc un certain panel de métiers où il faut qu'on puisse être attractif en termes aussi de rémunération, quand bien même des fois le statut nous aide pas forcément. Donc voilà, il y a un certain nombre d'enjeux que vous avez identifiés sur lesquels on partage bien évidemment. Sur les investissements, effectivement, il y aura des choix, de l'étalement, il y a une incertitude, comme l'avait évoqué, parlementaire, budgétaire, financière, gouvernementale. Donc on ose espérer que en tout cas, on arrivera à aboutir à un projet de loi de finances prochainement sans qu'il y ait de nouvelles dissolutions, parce que derrière, en fait, le choix de certains parlementaires impacte globalement l'ensemble des collectivités, et quelles que soient les collectivités. Donc ça nécessite quand même une forme de responsabilité des uns et des autres sur la conduite de la nation. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on a des éléments exogènes. Faudra qu'on soit prudent, et c'est pour ça qu'aussi dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est une forme de prudence, maîtrise des charges. Après, on fait tout pour. Après, est-ce qu'on y arrivera, on n'y arrivera pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser, rationaliser, optimiser. La question énergétique aussi, on a un patrimoine bâti qui n'est pas non plus qui est ce qu'il est. Voilà, donc il nécessite aussi, c'est pour ça qu'aussi dans le cadre des rénovations, typiquement sur Berniol, c'était quand même plus simple de construire quelque chose derrière qui soit plus efficace et efficient énergétiquement parlant que d'autres. Après, ce n'est pas des choses qu'on pourra faire sur l'ensemble des bâtiments de la collectivité, parce qu'ils ont tous un intérêt patrimonial, des fois des complexités. Quand on parle par exemple d'Aubrac sur le chauffage, donc je pense que vous êtes conscient en fait de la difficulté du patrimoine existant. Il y a des endroits sur lesquels, par exemple, typiquement, on a le CCS qui n'est pas forcément dans un emplacement satisfaisant en termes de conditions d'accueil, à la fois pour les agents et le public. Donc ça fait partie aussi des priorités sur lesquelles on va devoir travailler pour pouvoir proposer un cadre satisfaisant. Voilà. C'est pas parce que le cadre est morose qu'il ne faut pas se projeter. Après, comme vous l'avez évoqué, c'est saisir quelquefois des opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut peut-être mettre en pause à un moment donné, mais l'idée c'est d'avoir des choses dans les cartons. Et malheureusement, c'est pas forcément un reproche pour vous et l'ancienne équipe, c'est qu'en 2020, quand on est arrivé, il y a eu le cadre du plan de relance en fait. Il fallait avoir des dossiers dans les cartons, et il y avait... Enfin voilà, il n'y avait pas forcément tous les dossiers dans les cartons, et il fallait des projets à peu près matures pour pouvoir bénéficier de financement. Bon, la situation aussi s'est dégradée, donc il faut qu'on ait des choses qui soient prêtes,
et quitte à ce qu'on les diffère, mais en tout cas d'être prête le jour où il y a quelque chose, une opportunité, une faisabilité. Et puis globalement, la question d'être plus efficace et efficient sur la recherche de cofinancement, c'est sur les investissements cumulés, mais il y a en face, ou l'emprunt cumulé, mais il y a en face aussi potentiellement les cofinancements des financeurs, mais tant qu'ils ne sont pas acquis, c'est compliqué de les afficher. Donc voilà, faut qu'on soit vigilant. Voilà, faut qu'on soit vigilant, qu'on s'autorise des fois à décaler certaines opérations s'il y a nécessité, mais globalement, la plupart des opérations, et quand on parle du plan école, la médiathèque aussi, c'est aussi important pour les agents, ça faisait partie des engagements, c'est nécessaire d'y avancer, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont importantes à poursuivre, mais en tout cas, sachez qu'on sera bien évidemment vigilant, donc ça fait écho un petit peu à votre propos en termes d'investissement, de services rendus à la population. Voilà, ça fait partie des objectifs. Hein, c'est d'en avoir entre guillemets pour son argent. Voilà, c'est de se dire, on a des fonctionnaires territoriaux et des contractuels qui sont au service de la collectivité pour remplir des missions, donc quelquefois des missions régaliennes et puis des missions complémentaires. Mais voilà, ils sont quand même pleinement mobilisés et voilà, on a aussi renforcé globalement les équipes et vous l'avez souligné, ce qui implique aussi un taux d'exécution beaucoup plus important. Donc finalement, quand on dit qu'on a beaucoup d'épargne à un moment donné mais qu'on n'exécutait pas, à partir du moment où effectivement quand on exécute des investissements et qu'on réalise, ça concrétise les engagements budgétaires. Que là aussi, quand on avait un taux d'exécution très faible, ça pouvait poser aussi question sur pourquoi mettre des investissements s'ils ne sont pas réalisés. Donc c'est pas forcément un reproche. On sait que c'est pas simple, qu'il y a la temporalité, le formalisme, les procédures, et ça fait aussi l'objet aussi à un moment donné d'échanges et de prise de conscience, pas par nous, mais par les parlementaires et les instances qui nous gouvernent sur notamment la question des marchés, des procédures, de la temporalité. On l'a bien vu avec le département, entre le moment où vous avez eu l'idée, l'engagement, période des concours, des marchés, des matchs. En fait, la situation a complètement évolué entre le moment où vous avez l'idée et le moment où c'est censé se concrétiser. Donc, ça nécessiterait sans doute une forme d'assouplissement. Il ne faut pas tout libéraliser, mais voilà, de se dire, en gros, effectivement, il y a peut-être certains qui ont abusé il y a quelques années dans la commande publique. Pour autant, maintenant, on arrive quand même finalement sur quelque chose qui est quand même plus pénalisant pour les collectivités. Et souvent, ça nous coûte quand même plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps. Alors quand on dit passe beaucoup de temps, ça mobilise des services et donc de l'ARH derrière. On étale le processus de décision et que finalement, quelquefois, on arrive sur des coûts, si on avait fait des procédures un peu plus directes et avec une marge de négociation plus importante, on serait sans doute arrivé à des tarifications un peu plus avantageuses pour le contribuable. Donc là aussi, il faut qu'on soit tous conscients qu'il y a des choses sur lesquelles on doit porter un message à celles et ceux qui font la loi, notamment, pour dire un peu plus de souplesse, de confiance dans les collectivités, dans les élus. Ça permettrait de dégager aussi des marges de manœuvre, parce que quand on dit qu'il faut faire des économies, des efforts de solidarité financière, mais en fait, il suffirait peut-être quelquefois aussi de simplifier un certain nombre de choses, et en termes de gains de productivité et d'efficience, on y gagnerait tous, et ça se transformerait sans doute en gains sonnants et trébuchants. Moi, c'est un petit... Je n'ai pas repris tous vos propos, mais c'est un débat d'orientation budgétaire, donc il faut débattre. Oui. Simplement, concernant... Dans vos propos sur les investissements, vous avez parlé de déménagement du CCAS et vous avez dit que c'est prioritaire. Donc il y a quand même une véritable difficulté quand on a autant de choses à faire, à projeter. Il y a une véritable difficulté, je pense, pour la commune, parce qu'il y a énormément de choses.
à établir vraiment des priorités, 2-3 grandes priorités prioritaires, etc. Parce qu'à chaque fois que se pose un problème ou qu'un projet veut être lancé, on a toujours l'impression que c'est prioritaire, ça doit être rapide, etc. Et il y a quand même... vous avez évoqué des projets comme l'aménagement de la place du marché, etc. Donc, tout ça, c'est à des niveaux différents. Mais je pense que la difficulté, c'est vraiment d'avoir des priorités dont c'est... Enfin, il y a un squelette qui permet d'investir prioritairement réellement et de mettre le paquet sur certaines actions. Par exemple, vous parliez de chantier, etc. C'est effectivement... J'aurais aimé, quand j'étais plus concerné, avoir un ROB et un programme qui facilite le travail du ROB d'ailleurs, aussi construit. Hein, voilà, je le dis. Sachant quand même qu'il y a un chantier qui s'est déroulé dans les délais et sans problème et qui va se terminer cette année, c'est le chantier de l'église, qui s'est bien déroulé. C'est vraiment un chantier, j'ai envie de dire, c'est le seul chantier qu'on a pu mettre en œuvre d'une manière dans le mandat, quoi. Sinon que les autres chantiers avaient été déjà préparés avant, etc. Dans le mandat d'avant. Voilà. Bon, moi j'en arrête là, je crois que j'ai fait assez de commentaires. Anne-Marie. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, moi aussi je voulais participer à ce débat, hein, c'est le moment, et appeler votre attention et votre vigilance parce qu'effectivement les charges de fonctionnement ont quand même fait un bond assez colossal. Alors vous n'avez pas eu beaucoup de chance pendant ce mandat, vous avez démarré en 2020 avec la Covid, c'est vrai que c'est pas simple. 2024, une crise quand même sans précédent. Mais c'est pas terminé. Ça veut dire que là, on est dans des bourrasques on ne sait pas d'ailleurs, personne ne sait, même le département n'a encore pas voté son budget, personne ne sait où on va vraiment. Donc, il va falloir quand même faire très attention. Là où je voudrais vous féliciter, c'est que vous n'avez pas augmenté les impôts, contrairement à d'autres communes. Et ça, bravo, parce que là aussi, les citoyens en ont ras-le-bol de toutes les augmentations et de tout ce qu'on vient prendre dans leur poche. Donc, moi aussi, j'attire votre attention sur l'avenir parce que les subventions, elles seront moins faciles à obtenir, ça c'est sûr, à tous les niveaux de collectivité. Moi, je parle aussi pour la mienne. On fait tous des économies, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à terme. Donc, c'est bien d'avoir des projets, mais à un moment donné, il va falloir aussi que vous puissiez les hiérarchiser. Il y a des choses à faire, ça c'est sûr, mais il va falloir que vous puissiez vraiment tirer les priorités essentielles pour les Saviniens. Et être extrêmement vigilant parce que là encore, je vous dis, on ne sait pas du tout ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Même les économistes aujourd'hui sont incapables de nous le dire. On parle même de démission éventuelle du président, redémission de l'Assemblée nationale. Donc voilà, on est quand même dans un contexte où c'est compliqué de gérer et notamment de ne pas avoir de vision à court terme. Monsieur Roquet, vous avez le droit, hein, c'est un débat. Alors, moi je vais simplement vous dire que votre robe, il est bien, parce que si j'en parle trop, je vais me retrouver dans la colonne satirique du journal local comme l'année dernière. Et je vais reprendre un terme que M. Moser il a pris, c'est celui de l'absentéisme. Mais par contre, pas celui des salariés, mais celui des élus. Est-ce que vous comptez supprimer l'indemnité des élus, je pense aux conseillers municipaux, absents? Là, tout au long de l'année, vous pouvez regarder, il y en a au minimum une dizaine qui ne sont pas présents lors des conseils municipaux, et je ne parle même pas des commissions. Sachant qu'en plus, l'indemnité des conseils municipaux a été faite à l'origine pour les frais kilométriques, pour l'essence. Or, ici, vous êtes tous à 1 km, donc je ne pense pas que c'est ça qui va vous plomber. Et aussi pour les cartouches d'encre et pour le papier. Or, on est sur du dématérialisé. Donc ma question est celle-là, est-ce que vous comptez supprimer l'indemnité ? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, en cours de mandat, c'est quand même toujours un petit peu délicat de revenir là-dessus. Je charge celles et ceux qui seront en responsabilité en 2026 aussi peut-être dans le cadre, après je ne sais pas si ça se fait, c'est possible dans un cadre de règlement, mais en tout cas voilà. À voir, mais pas forcément
Ça sera pour celui ou celle qui sera Après vous, ok. en 2026. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour inciter les personnes qui sont élues démocratiquement à être présents? Là, par exemple, on en a encore 8. Une grande partie, c'est votre majorité. Alors, je ne veux pas jeter la pierre, on est tous les uns derrière les autres, absents pour des raisons. Mais ce serait bien qu'on arrive au moins une fois dans l'année à être 33. Eh ben, on va tâcher de... Alors, 33, je ne suis pas convaincu qu'on soit... Mais ça dépend des contraintes des uns et des autres. J'entends bien ce que vous dites, Monsieur Croquet, mais vos élus de votre parti politique, on ne les voit pas non plus au conseil communautaire. Donc vous avez fait ce choix-là pour ces élus-là? C'est en vert. Alors, moi là-dessus, je parle pour ici. Je parle pour ici et je ne peux parler que pour ici. Donc après, c'est à eux de voir, même si moi, je leur dirais la même chose. Pour moi, tout le monde qui a été élu doit être présent. Et nos élus, Madame Ranck et puis Monsieur Guiton, non mais moi je vous en parle, qui sont aussi nos élus, qui sont nos députés, ils sont parmi les plus présents. Alors, personnellement, je ne sais même pas qui c'est. Voilà. Ça a beau faire partie de... Non, mais après, enfin voilà, sur le fondement, voilà, c'est la question de l'engagement des uns et des autres. Ça reste un engagement qui est individuel à partir du moment où on a été élu et c'est d'essayer d'être présent. Voilà, après, c'est un engagement individuel et puis il y a des situations particulières. Et donc, voilà. Mais hormis ça, d'autres remarques sur le ROB? Parce que c'était pas mentionné dans le contenu du ROB, mais on peut débattre. Hein. Monsieur Pouzin. Oui, peut-être si vous permettez une petite note poétique. Pas politique, mais poétique. Sainte-Savine a perdu son château. Un château, c'est une source d'imaginaire. Oui. Alors c'est une bonne chose de voir que le rapport d'orientation budgétaire nous permet quand même de bâtir encore un avenir qui nous enchante. Ouais, c'est pas mal. Bravo, Monsieur Pouzin. Une autre contribution, non? Non? Si vous voulez. Monsieur Bernier. Oui, c'était juste par rapport aux chiffres à chaque fois. Enfin, on le dit des fois en commission, c'est éviter de se faire peur, notamment avec les chiffres qui sont un petit peu balancés comme ça, sur le budget. Parce que on l'a écrit enfin, Jenny l'a dit sur la présentation. Chaque année, en fait, on essaie d'équilibrer notre budget avec des perspectives d'emprunt. Là, on a fait le calcul, du coup, volontairement depuis 2021. Ça s'élève à 2,5 millions d'hypothèses d'emprunt. Sauf qu'en moyenne, chaque année, on a un excédent du budgétaire d'à peu près 3,8 millions. Donc, on peut se faire peur. C'est comme les charges de personnel avec le ratio des 62, des 64%, etc. On en a discuté cet après-midi. Enfin, j'ai envoyé un mail cet après-midi, parce qu'à chaque fois, on prend toujours une certaine ligne pour faire ces comparatifs. Sauf que quand on prend le total des dépenses de fonctionnement cumulées, on est à 15 millions. Et si on fait le ratio des charges de personnel, en fait, on est plutôt à 47%. Et en fait, on n'est pas à 64%. Donc ça change un petit peu la donne, et sur ces dépenses de fonctionnement, on réinvestit 3 millions de propres économies en fait dans notre fonctionnement. Oui ? Oui, ça c'est un mode de calcul, d'accord, mais à ce moment-là, lorsqu'on inscrit au budget 15 millions de dépenses et qu'on n'en fait que 11 millions,
on se crée artificiellement de l'excédent. Je veux dire, à la limite, c'est presque un budget qui ne serait pas sincère. Donc les écarts, la mesure des écarts, ça m'a posé question l'autre fois, justement, ta remarque. Mais bon. Non, c'est pas ça. C'est simplement, faut faire attention en fait aux ratios, aux chiffres et puis aux comparaisons. C'est comme les charges de personnel. On a pris aussi le calcul, il est tout simple, il est mathématique et il n'y a pas de filouterie. L'augmentation du point d'indice qui est décidée par l'État à un instant T et la projection à effectif constant jusqu'à décembre 2025, c'est plus 900 000 €, sans rien toucher, sans rien faire. Donc, je veux bien après qu'on compare des années par exemple comme 2020 et puis après avec des comparatifs avec les charges sociales en fait sur des exercices ou des prospectives comme 2025. Mais c'est pas comparable, parce que dit comme ça, on a l'impression que ça augmente de 20%, qu'il y a des économies, etc. On a réduit, par exemple, on est passé au 100% LED. On a réduit en fait les consommations d'énergie, et même en réduisant les consommations d'énergie, on a une note du syndicat qui nous baisse les notes d'énergie, elles sont baissées de 28% hors taxe. Même en additionnant tout ça, on n'arrive pas en fait à retomber sur nos trucs, parce qu'en fait ça augmente beaucoup plus que, y compris, et je n'ose même pas imaginer si on n'avait pas changé les fenêtres de la mairie, si on n'était pas passé au 100% LED, je pense qu'on n'aurait même pas pu absorber en fait les charges d'énergie. Ça c'est une première chose. Après sur le montant, tout est prioritaire. Non, c'est pas que tout est prioritaire, c'est qu'en fait il faut à la fois absorber ce qui est urgent, ce qui est nécessaire de faire, investir. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses, je pense, qu'on ne fera pas, parce que comme le dit Anne-Marie, comme chacun le sait, et ça dépendra des subventions, et on l'avait déjà dit dans le ROB, et on pourra le redire dans le budget primitif. Les subventions, le reste à charge, ça conditionne même si on fait ou pas. Et par exemple, les calculs qui sont faits avec, par exemple, pour la piscine, alors on lance des montants en disant on investit, c'est des projets à 2 millions, c'est des projets à 3 millions, etc. Oui, sauf que pour la piscine, il y a quasiment 80% acquises de subventions. Les 95 000 € de Clarins, c'est du plus, c'est du mécénat. Donc on arrive presque à un reste à charge de presque de 18%. Donc je veux bien qu'on se fasse peur avec des millions, mais le reste, il y a le montant de l'opération et le montant du reste à charge. Et à chaque fois, on a eu cette discussion encore cette année, à chaque fois qu'on construit le budget, c'est qu'est-ce que sincèrement on peut inscrire en fait en recette de subvention pour... Enfin, on ne peut pas écrire en fait ce qui n'est pas acquis, ce qui n'est pas rentré. Sauf que si c'est pour se faire peur en fait, avec des montants très élevés de projets, etc., sans parler en fait des subventions qui sont en place, et de se dire que s'il n'y a pas les subventions suffisantes, en fait, tout simplement on ne fait pas les projets, c'est pas un bout. On sait qu'on ne pourra pas tout faire. Mais il y a des urgences, il y a le patrimoine bâti qui est hyper important. Il y a des opérations qui ont cours qui nous permettront aussi de libérer aussi d'autres bâtiments pour pouvoir aussi valoriser notre patrimoine bâti. Si par exemple le CCS s'en va, la question se pose du bâtiment CCS. Elle peut être toute trouvée, c'est un bâtiment du coup qui est à vente et c'est une recette en face. Donc il y a tout ce projet en fait d'investissement, mais derrière il y a forcément du retour. Et une fois que, c'était dit dans la présentation de Madame Gultequin, c'est l'optimisation des bâtiments, c'est aussi la réduction des charges de fonctionnement, la réduction aussi des charges d'entretien, la réduction des charges des fois de mise aux normes, parce qu'à chaque fois il y a toujours une norme qui arrive et qui fait qu'il faut refaire des travaux d'isolation, de mise aux normes, d'accessibilité, etc. Et en fait c'est sans fin. Donc il faut toujours faire attention en étant suffisamment prudent pour ne pas être hors sol, et pas se faire peur en fait avec des montants, avec des taux, etc. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, si on n'a pas les moyens d'y aller ou si on voit que ça ne passe pas, on ne fera pas en fait, tout simplement. Il n'y a pas de tabou à avoir sur ça. Et sur les projets qui peuvent s'étaler sur 2026 et après, on est bien obligé de faire des études, de dérouler un petit peu les projets et de faire en sorte de savoir si on est en capacité de les faire ou pas. Et c'est très certainement pas pour les élus qui sont été élus en 2020 avec l'année de Covid, etc., qu'on peut avoir livré l'ensemble des projets comme ça sur 2025, c'est pas raisonnable. On le voit sur la médiathèque, c'est des choses qui étaient, sur l'église, c'est des choses qui étaient déjà initiées sur le précédent mandat et on finit les phases de travaux là en 2025. Donc c'est sur le temps long. Et ce n'est pas plus mal que la politique et les projets comme ça soit sur le temps long, parce que si on est dans la réactivité, juste simplement dans la réaction à vouloir faire des choses, il y a des choses qui peuvent être faites rapidement. Mais sur des projets médiathèques, sur des projets piscines, sur des choses comme ça, sur des plans écoles,
avec des fois des fermetures de classes, des baisses de natalité, etc. Il faut être suffisamment habile pour être visionnaire et suffisamment habile pour être prudent ou audacieux pour se dire on y va ou on n'y va pas. Non, mais ma lecture est une lecture qui est peut-être moins optimiste ou moins, qui se veut quand même un petit peu voir s'il y a des angles où on peut poser des questions et remettre en cause. Mais c'est pas jouer à se faire peur. Hein. C'est pas jouer à se faire peur du tout. Et puis j'ai pas dit non plus. Vous n'avez rien fait en 5 ans. Non, mais sous-entendu, vous avez plein de projets, mais regardez, etc. Ceci dit, c'est plutôt le prochain mandat, si vous êtes élu, que vous pourrez effectivement commencer à voir clair dans vos projets et dans vos investissements. Je pense que là, ça sera déjà un peu plus visible, si vous êtes élu, bien sûr. Pour ça, j'ai dit qu'on on se rapprochait de l'année électorale. Mais il est évident que le tempo de l'aménagement, le tempo des investissements, le tempo des projets, des réalisations, moi je me rends compte que le moindre projet qui commence à être un peu d'ampleur, je veux dire un mandat de 6 ans, c'est pas évident. Hein. J'ai été élu que 6 ans, je peux pas vous dire autre chose, je peux pas savoir après. Enfin élu dans la majorité. Donc voilà, il faut entendre ça. Mais je pense qu'en même temps, à un moment donné, se faire un peu l'avocat du diable ou prendre les choses un peu différemment, ça fait partie de mon rôle, je trouve, dans ma situation maintenant. Non, c'est pas. Mais il faut le savoir, c'est important. Et je pense que, je vous souhaite, dans le prochain mandat, si vous êtes élu, d'avoir encore des gens qui vont apporter un regard différent. J'en suis pas sûr. Et là, la démocratie, elle serait amputée. Monsieur le maire. Oui, monsieur Pouzin. Puis-je poser une question à monsieur Moser? Allez-y. Ne serez-vous plus là les prochaines fois? Tu fais du presbytarisme, là. Faut pas exagérer, parce que le presbytarisme, bon, on a une durée de vie qui est plus longue, mais est-ce que c'est important de savoir si je serai là ou pas? Bon, on en parlera après. Bon, en tout cas, ça fait un beau... Oui, Jenny. Non. Dans ses propos, M. Moser a souligné le taux d'absentéisme. Je voudrais dire que dans nos effectifs, nous avons des agents en arrêt maladie longue durée pour de lourdes pathologies, des arrêts qui pèsent très lourd dans le calcul du taux. Le taux d'absentéisme ne permet pas de mesurer la satisfaction ou la motivation des agents en poste, encore moins de dire si nous sommes bons ou mauvais dans notre gestion. Malades ou non, ces agents font partie de nos effectifs, nous devons composer avec. Le fait d'avoir cité les chiffres n'était pas une mise en cause ou une attaque. Pas du tout. En tout cas, on peut constater qu'il y a eu débat. Riche, fourni. Et c'est l'objectif. L'objectif, c'est de partager, d'échanger, partager des visions, des points de vue. Alors, M. Moser a peur qu'il y ait une forme de censure un jour ou l'autre. L'enceinte du conseil municipal permet d'échanger, d'exprimer et de partager de partager la vision, des points de vigilance, de désaccord. Et c'est ça aussi ce qu'il faut. On n'est pas toujours obligé d'être tout le temps d'accord sur tout. Après, il faut l'argumenter, le pourquoi du comment, et puis essayer d'être au service, de faire formuler des propositions qui seront bénéfiques à l'ensemble de la population. En tout cas, merci pour les contributions qui enrichissent nos débats. Donc, je vous propose de prendre acte qu'il y a bien eu débat. Alors, celui ou celle qui dit qu'il n'y a pas eu débat, là, je pense qu'il sorte tout de suite. Donc, tout le monde prend acte qu'il y a eu débat. Voilà.
Eh bien, je vous remercie et donc je vous propose de passer au point suivant, au rapport numéro 13 avec l'animation de la vie locale avec le matériel de renforcement musculaire. Voilà, c'est une suite. Avec la convention de mise à disposition, Monsieur Hennequin. Merci, Monsieur le maire. Des choses qu'on a encore faites. Donc, mes chers collègues, en 2024, la ville de Sainte-Savine a fait le choix de renouveler le matériel de la salle de renforcement musculaire du COSEC de la Noulutel afin de disposer d'équipements de qualité professionnelle permettant une pratique confortable et sécurisée de la musculation. Ces équipements sont actuellement mis à disposition du lycée Édouard Herriot, principal utilisateur de la salle, et de l'association Cercle Athlétique Savinien. À terme, il est envisagé de permettre l'accès à un plus grand nombre d'associations qui pourront bénéficier de matériel adapté pour l'organisation de séances de renforcement musculaire. Afin de fixer un cadre à l'utilisation du matériel acquis par la ville, il convient de mettre en place une convention d'utilisation qui sera signée avec les utilisateurs. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition du matériel de la salle de renforcement musculaire et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Pardon, une remarque sur ce rapport? Non, bah, voilà. Il y avait une problématique d'usage, d'équipement, etc. Et donc, il était plus simple. Bah, je pense que vous étiez déjà c'était déjà dans le précédent mandat, enfin, ça devait être déjà un petit peu existant précédemment, un conflit d'usage. Voilà, et donc on espère avoir trouvé la solution pour résoudre la problématique en étant gestionnaire de l'équipement et en le mettant à disposition à la fois de l'association, du lycée. Et c'était plus simple, puisqu'en fait, souvent, la collectivité a été mise à défaut, enfin, en tout cas, entre différents interlocuteurs, et on n'avait pas forcément la main mise sur l'ensemble. Donc là, ça permettra de clarifier les choses et d'avoir de l'équipement qui soit encore plus satisfaisant pour notamment les jeunes lycéens, mais pas que, puisque l'objectif étant, c'est de pouvoir élargir l'utilisation à d'autres associations et à d'autres usages. Je vous propose, s'il n'y a pas de commentaires, de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Et vous pourrez venir vous exercer sur les équipements. Rapport suivant, rapport numéro 14, pardon. Ah ben, c'est la suite. Donc avec toujours le matériel de renforcement musculaire, avec une convention avec l'association Cercle Athlétique Savinien, Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le COSEC de la Noulutel dispose d'une salle dédiée à la pratique du renforcement musculaire. Depuis de nombreuses années, l'association Cercle Athlétique Savinien y pratique l'haltérophilie et initie de nombreux adhérents à cette discipline sportive. En 2024, la ville de Sainte-Savine a fait le choix de renouveler le matériel de cette salle afin de disposer d'équipements de qualité professionnelle permettant une pratique confortable et sécurisée de la musculation. Ces équipements sont mis à disposition de différents utilisateurs, associations saviniennes et établissements scolaires. Pour permettre au Cercle Savinien Athlétique Savinien de poursuivre la pratique de l'haltérophilie, un espace de la salle a été dédié à l'association. Elle y dispose de matériel spécifique à ce sport. Afin de fixer un cadre à la mise à disposition du matériel municipal et associatif, il convient de mettre en place une convention qui sera signée avec le Cercle Athlétique Savinien. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition et de gestion du matériel de la salle de renforcement musculaire, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Il n'y a pas eu de questions diverses d'envoyer, donc je vous propose de clôturer l'ordre du jour. Il est 20h20. Et juste à titre d'information, le prochain conseil municipal aura lieu le 7 mars au lieu du 6 initialement prévu, puisqu'il y a un conseil communautaire le 6. Voilà.